Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'université d'été de la CGEM. Nous sommes ici à Casablanca, au cœur de l'ISCAE, et nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous Madame Aude de Thouin, fondatrice de Women's in Africa et fondatrice bien sûr de Women's Forum, qui était un événement de dimension internationale pour les deux d'ailleurs. Alors Aude, vous nous faites l'honneur pour la première fois d'être ici parmi nous à la deuxième édition de l'université d'été de la CGEM. Vous êtes intervenu sur une thématique, pas des moindres, très importante pour les entrepreneurs. Pays Maroc, Maroc, pays d'entrepreneurs, voyons la réalité des faits. Alors, on vous connaît, on sait que vous n'avez pas la langue de bois, et justement, pouvons-nous revenir sur ce panel et nous raconter un peu quel message et quelles recommandations avez-vous partagé de par votre expérience sur le continent africain, certes, mais aussi sur le Maroc et à ouais, j'ai dit la réalité des faits. C'est qu'aujourd'hui, le Maroc n'est pas en bonne position dans les statistiques sur le nombre de femmes entrepreneurs. Si on compare avec l'Afrique subsaharienne, il y a 28% de femmes entrepreneurs en Afrique anglophone, 26% en Afrique francophone, 22% en Afrique lusophone et 8% ici en Afrique du Nord et au Maroc. Et je trouve que c'est catastrophique parce que ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie beaucoup de choses parce que les femmes ne sont pas encouragées à créer des entreprises et ce qui est le plus grave, nous avons mené des études là-dessus, c'est que les blocages viennent des conditions culturelles et religieuses où elles ne sont pas... Enfin, c'est pas qu'elles sont encouragées, c'est pire que ça, c'est que... on leur demande à quoi elles jouent quand elles veulent créer une entreprise. On leur dit mais est-ce que tu n'es pas dans ton rôle en faisant ça? Et il n'y a rien de mis en place aujourd'hui pour encourager les femmes. Enfin, il y a des initiatives, oui, mais elles ne sont pas assez fortes, assez visibles. Et en particulier, et je l'ai dit encore au président de la CGEM, qui est conscient de ce phénomène, l'urgence qu'il y a avec le développement du numérique, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va bypasser tous les systèmes économiques, c'est aujourd'hui là où il faut créer des entreprises. Et les filles ont de meilleurs résultats à l'école. Alors certes, il y a moins de femmes ingénieures, mais je peux vous assurer qu'elles ont un rôle à jouer. J'ai cité un exemple qui m'a sidéré, et ça s'est passé en France, donc on n'est pas mieux sur certains sujets, en tout cas sur l'intelligence artificielle. L'autre jour était annoncé dans le journal Les Échos une entreprise qui travaillait sur le cancer du sein, donc 100% sujet féminin, 5 mecs cherchaient l'erreur. C'est-à-dire que dans l'équipe, ils n'ont même pas intégré une femme. Et c'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, les hommes restent entre eux. N'ont pas l'idée de regarder s'ils peuvent trouver les compétences quand ils créent une entreprise. Or, ce que je dis aux femmes, moi, quand elles ont envie de créer une entreprise, c'est que c'est mieux de ne pas la créer seule. Parce que moi, je suis un entrepreneur, je sais ce que c'est. Les galères de l'entrepreneur, la solitude de l'entrepreneur, tout ça, je connais. La vallée de la mort, qu'on connaît bien sûr. Et aujourd'hui, il y a une autoroute pour les femmes à condition, d'abord qu'on aille chercher les talents, qu'on regarde aussi même l'intrapreneuriat, que l'entreprise interroge les femmes. Moi, et en même temps, il y a des cas ici, mais on ne les voit pas assez. Nous travaillons entre autres avec la BMCI. Laurent Dupuche, le patron de la BMCI, a confié des postes à responsabilité à un nombre de femmes impressionnant et on voit bien les résultats de l'entreprise de la banque sur tous les plans. Et donc aujourd'hui, il faut s'interroger sur ce patronat qui a des filles. Tous les mecs, les patrons, là, ils ont des filles. Donc ils ont envie de quoi pour leurs propres filles? Ils préfèrent qu'elles soient salariées, ils préfèrent qu'elles partent à l'étranger, ou ils préfèrent qu'elles apportent leurs compétences à leur pays. C'est ça les questions fondamentales qu'il faut se poser. Alors vous parliez d'études, on a vu pas mal d'études circuler récemment sur la présence, le fait que plus on avait de femmes cadres dans une entreprise, plus la croissance, il y avait une liaison avec la croissance de l'entreprise. Une corrélation incroyable, ça va de 6 à 36% de résultats supérieurs quand il y a plus de 3 femmes dans un conseil d'administration et quand dans les COMEX, il y a aussi un équilibre de femmes. Or, en France, on vit un truc qui est complètement surprenant et scandaleux, c'est que
Les quotas, ça y est, on est arrivé. Pour ou contre ces quotas dont vous parlez, d'imposer à ces entreprises Mais plus il y a de femmes dans les conseils d'administration, moins il y en a dans les COMEX. Or, c'est dans les COMEX qu'on repère les talents. C'est dans les COMEX que ça se passe. La réalité de l'entreprise, elle est là. Donc, et là, il y a moins de femmes parce que je pense, moi, que les hommes continuent à être comme dans la cour de récréation. Vous voyez, ils restent entre eux. Et donc, ça ne change pas beaucoup. Et au Maroc, c'est pas bon du tout. Du tout. Moi, je vois les filles de 35, 40 ans qui viennent à Women in Africa. Elles sont malheureuses. Certaines, là, m'ont dit, on part. On part, on ne reste pas. Partir où? À l'étranger? Oui, à l'étranger, oui. Alors ça dépend où elles ont fait leurs études. Beaucoup en France, bien sûr, puisqu'on a des liens historiques, de proximité. Est-ce que celles qui partent, par exemple, ce sont celles généralement qui ont envie de partir, celles qui ont connu des modèles de sociétés différentes par rapport à celles du Maroc? Oui, et qui sont assez... moi, je vois beaucoup de tristesse chez ces femmes face à la rigidité du pays, à cette tradition qui est de ne pas mettre la femme en valeur et qui est souvent portée par les femmes elles-mêmes, par les mères. Et donc elles souffrent de ça, alors qu'elles ont envie souvent quand elles reviennent d'ailleurs, et c'est ce qu'on vit beaucoup en Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, il y a un phénomène formidable qui est le retour dans le pays. La fierté de ces femmes d'aller faire pour leur pays. Elles ne veulent plus qu'on dise « oh, bah oui, c'est l'Afrique ». Non, elles veulent faire pour leur pays. Au Maroc, eh bien, elles viennent et elles repartent. Ça, c'est grave. Et donc, il faut s'interroger là-dessus. Alors justement par rapport à ce que vous dites, bon, qui est une réalité, hein, comme l'a dit le président ce matin, Saladin Mezouar, parlons sans langue de bois, c'était le but de l'université d'été d'échanger là-dessus. Vous avez institué un rendez-vous qui joue un rôle important pour justement aller changer un peu la donne. Et Women in Africa, qui n'en est plus à sa troisième édition. Oui, on prépare la 4e et déjà. qui se passe au Maroc. Oui. Pourquoi le choix du Maroc? Parce que justement, le pays a tous les atouts. Et pour moi, l'atout, c'était un hub aéroportuaire, ce qui est indispensable dans mon métier, parce que le monde entier vient. Une place connue, qui est sécure. Or, je savais que pour les Américaines, c'était très important. Les Français viennent naturellement au Maroc, et les Anglais aussi. Mais il faut faire venir les Chinois. On sait le rôle qu'ils ont sur le continent, la partie subsaharienne du continent, et les Américaines. Et donc, quand j'ai analysé, il y a 5 hubs sur le continent africain, et je suis venue à la COP22. Et j'ai trouvé l'organisation absolument formidable. Et donc, j'étais allée en Éthiopie, j'étais allée... Saladin Mezouar était justement président de la COP. Absolument, absolument. Et j'ai trouvé l'organisation épatante. Je rentrais à ce moment-là d'Afrique subsaharienne. Et je me suis dit, c'est l'Afrique, le Maroc. Alors évidemment, ça m'a apporté beaucoup d'ennuis avec les Africains subsahariens. Ennuis que j'ai compensés en recrutant et en mettant une présidente africaine, subsaharienne. Alors une question, vous êtes allé à la rencontre de ces personnes? Oui. Parce que j'imagine que... Non, elle me connaissait un peu parce que j'ai créé le Women's Forum, qui est quand même le leader mondial. Donc ce sont les femmes africaines qui sont venues me chercher au départ. Hein. Non, c'est pas moi. Moi, je suis un peu cinglée comme tous les entrepreneurs, mais pas au point de dire je vais faire le premier forum économique mondial panafricain. Non, je suis malienne. Il y a quand même une limite qui est contextuelle, financière. Donc elles sont venues me chercher. Elles sont venues me chercher pour 3 raisons. C'est parce qu'elles savaient que mon engagement à l'égard des femmes n'avait jamais faibli. Je suis toujours aussi en colère contre l'hypocrisie de ce monde. La deuxième raison, c'est que c'est mon métier. Et leur demande était connecte-nous au monde entier pour que le monde sache le rôle que nous jouons dans les économies du continent. Et la troisième raison, m'ont-elles dit, c'est que tu es cinglé. Et qu'il fallait être cinglé. Cinglé positivement. Vous savez, on rassure quand même les auditeurs, elle n'est pas si folle que ça, croyez-moi. Un entrepreneur est cinglé presque, vous voyez. Un entrepreneur qui n'est pas un héritier, qui n'est pas quelqu'un... Un entrepreneur prend des risques. Et je suis allée en Afrique et les 2 raisons qui m'ont fait me décider, une fois que j'avais eu l'assurance d'avoir des partenaires financiers, des sponsors qui allaient m'accompagner, les 2 raisons étaient le sujet des migrations. Une femme n'a jamais envie de migrer et de voir ses enfants migrer. Et donc, en travaillant sur les économies du continent africain,
c'est travailler avec les femmes, c'est œuvrer à la stabilité des pays. Et donc c'est un enjeu majeur. Et là, je me suis dit que c'était quelque chose que sur lequel je pouvais travailler. La deuxième raison, c'était ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la fierté des Africains et le retour dans leur pays. En France, nous ne sommes pas fiers de notre pays. Ça commence, on a un nouveau président, donc plus jeune, donc voilà. Mais moi, j'ai créé un forum qui s'appelait Osons la France il y a quelques années, parce que les Français n'avaient aucune fierté de leur pays. On est toujours en train de râler alors qu'on a tout. On est juste cinglés, nous les Français. Hein. On a tout et on râle contre tout le temps. Et donc, ce sont ces deux raisons qui m'ont fait créer Women in Africa. Et je savais que je ne pouvais pas le faire sans les Africains, évidemment. Et voilà, et puis la raison pour laquelle je suis arrivée au Maroc, je voulais expliquer. Et aujourd'hui, on s'est imposé et j'ai annoncé que je resterais définitivement au Maroc. Et du coup, je me suis installée au Maroc aussi. Pour le bonheur des Marocaines, justement, et des Africains, de toute l'Afrique subsaharienne et d'ailleurs, l'Afrique anglophone. D'ailleurs, cet événement, aujourd'hui, a publié récemment des chiffres. Là, vous êtes déjà passé dans la phase de résultats. Si vous pouvez revenir un peu sur les actions qui sont menées, les mesures concrètes lancées par le Women in Africa. On fait une étude tous les ans sur l'entrepreneuriat, sur l'entrepreneuriat féminin. Et les études montrent que si il y avait plus de femmes aujourd'hui dans des positions de pouvoir et dans des positions, avec des facilités pour créer des entreprises, ça augmenterait le PIB de entre 100 et 150 milliards de dollars. Quand les entrepreneurs, tout compris, c'est entre 250 et 300 milliards. Les femmes représentent là, vous vous rendez compte ce que c'est. Et donc, c'est ça qui me surprend quand je vois qu'un pays comme le Maroc, qui a tellement d'atouts, ne prend pas ça en compte. Que ce soit les résultats des entreprises, quand il y a plus de salariés femmes ou plus de femmes dans les conseils d'administration. Quand on sait ce que les femmes entrepreneuses apportent. Donc ça, c'est une étude que nous avons publiée. Et ce que nous faisons, surtout de concret que j'adore, c'est que nous avons une fondation. Et grâce à un cabinet de consulting, je vais le citer parce que leur travail est remarquable à nos côtés, qui s'appelle Roland Berger, nous faisons un appel à candidature des meilleurs projets, des meilleures entreprises créées par des femmes sur l'ensemble du continent. La troisième année, nous avons eu pas loin de 2000 dossiers. Nous sommes devenus la première plateforme au monde à observer comment les femmes transforment l'économie du continent et dans des secteurs nécessaires, c'est-à-dire l'agriculture, la santé, l'éducation, l'innovation sociale, les fintech, l'environnement. Et nous retenons le meilleur dossier par pays. Ça s'appelle OUIA 54. Cette année, il nous en a manqué un, l'Érythrée, parce que le gouvernement a bloqué la sortie de notre lauréate. Mais on en a eu 53 et ces femmes viennent à Marrakech. Et donc on ne se contente pas de les faire venir, grâce à des mécènes qui nous suivent, mais on va beaucoup plus loin. On a créé un bootcamp avec une université américaine qui s'appelle Honoris United Universities et on forme ces femmes dans l'amélioration de la gestion d'une entreprise. Alors ça va de comment grandir avec un investisseur à ses côtés, comment parler à son banquier, comment parler à la presse, comment utiliser les réseaux, comment exporter. Et on va très loin. Donc les cours sont soit en français, soit en anglais. Elles ont 2 jours entiers de cours. L'année dernière, 16 d'entre elles ont gagné un MBA et plus d'une vingtaine sont en relation avec des investisseurs maintenant. Et donc voilà, donc ça c'est hyper concret et on les accompagne également. La chaîne de télévision TV5 Monde a fait un portrait l'année dernière au mois de mars. On a eu 31 d'entre elles ont une capsule de 4 minutes par jour. Une vraie visibilité. Hein. Oui, là on a CNN qui le fait aussi pour la partie anglophone. Et puis là on est en train de négocier avec les médias américains qui veulent venir aussi pour accompagner l'entrepreneuriat. Pas si cinglé que ça. Ah non, c'est-à-dire que il fallait être cinglé pour le faire, mais avec beaucoup de bon sens et beaucoup d'observation de la vie. Vous savez, moi j'ai les pieds sur terre, je suis très pragmatique, j'ai un féminisme pragmatique qui est celui d'un féminisme avec les hommes. Et particulièrement ici, où la loi n'est pas favorable aux femmes. Donc il faut faire avec les hommes. C'est indispensable. On a besoin de vous, Aude de Thoin. Alors le 28-29, je le rappelle, la tenue de la prochaine édition, qui sera la 4e. C'est le 25 et le 26 juin. 25-26 juin, très bien. 2020, toujours à Marrakech. Oui. Et sur le site, on peut le oui, partager. Le site WIA Initiative. WIAinitiative.com. Oui, absolument. Alors, une dernière petite question. Quel message souhaiteriez-vous faire passer
aux membres de la CGEM, aux hommes bien sûr, et aux femmes pour pouvoir changer cette donne et peut-être revenir à la prochaine édition avec une vraie mobilisation des femmes? Je vais redire ce que j'ai dit en conclusion du panel où j'étais tout à l'heure. C'est faites confiance aux femmes, messieurs. Faites confiance aux femmes et aux femmes. Osez. Osez. Et ayez confiance en vous. Eh bien, merci Madame Aude de Thoin, fondatrice de Women in Africa. Voilà, les femmes sont à l'honneur. On espère que, bien évidemment, de nombreuses femmes sont présentes ici à l'occasion de l'Université d'été. Donc, un rayon d'optimisme pour l'entrepreneuriat féminin. Et suivez toute l'actualité sur #UECGEM 2019 et rendez-vous sur le site, sur les réseaux sociaux Facebook, entre autres de la CGEM. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.